Chers amis d'Omerta, bonjour. Merci d'être aussi nombreux à suivre cet entretien avec François Asselineau. Je vous rappelle la sortie en kiosque du dernier magazine d'Omerta, La France contre Macron, avec un reportage exclusif sur le groupe Wagner en Ukraine. François Asselineau, merci d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes énarque, ancien haut fonctionnaire et président de l'UPR. C'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Ma première question concerne l'actualité et un peu aussi le magazine Omerta. Que vous inspire la couverture de notre magazine ? Alors, on voit un gilet jaune, on voit plusieurs gilets jaunes avec des drapeaux français derrière. Et puis on voit, ça doit être c'est devant le palais de justice de l'île de la Cité à Paris. Ça me fait penser à quoi ? C'est l'anniversaire, ça doit être quoi, 4 ans des gilets jaunes, oui. C'est ça ? Ça me fait penser à tous ces gens qui ont été dupés par Macron. Parce que rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé avec cette affaire ? D'abord, rappelez-vous que ça a commencé par un problème de droit de taxe sur le carburant pour les... Ça s'est enflammé ensuite à travers toute la France. C'est quand même un mouvement... Je suis pas sûr qu'il était parfaitement spontané quand même au début. En tout cas, il est devenu vraiment spontané. Et puis Macron est quand même passé à 2 doigts de se faire écharper. Rappelez-vous quand il était allé, je crois, une soirée avec Brigitte Macron, je crois que c'était au Bouffe du Nord à Paris. Il était obligé de s'enfuir en courant parce qu'il était poursuivi. Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez cette anecdote. En attendant, il s'en est sorti comment Macron ? D'abord en lançant un grand débat. Ça a été le grand débat. Alors là, ça a été le truc à la Macron, quoi. Parlons. Il y a... C'est une espèce de diarrhée verbale qui recouvre tout, les gens sont à la fois médusés, fascinés comme par le serpent K, vous savez, dans le livre de la jungle. Là, il y a confiance. Donc là, Macron, il est là, il fait des grandes déclamations, des phrases très sonores, mais qui ne veulent pas dire grand-chose, en fait. Et puis ensuite, ça a été les cahiers de doléances. Donc, à travers toute la France, il y a eu des milliers, je crois même plusieurs dizaines de milliers de cahiers de doléances qui ont été rédigés. Et moi, j'ai de la peine, en fait, pour tous les gilets jaunes, parce qu'il y a beaucoup de Français qui... Un gilet jaune, c'est un Français qui se mettait un gilet jaune. Il n'y a pas un copyright. Donc, c'était des gens en colère un peu dans tous les milieux. Il y a des gens qui ont cru en Macron, enfin, qui ont cru dans sa bonne foi, et puis qui sont allés rédiger les cahiers de doléances, voilà. C'est toujours le mythe, vous savez, que dans le début des révolutions, le roi est gentil, mais il est mal conseillé. Donc c'était ça que les Français avaient. Macron, il est sympa, il est gentil, il veut bien faire, mais il y a plein de choses qu'il ne connaît pas. Donc c'est là-dessus que les Français ont embrayé. Mais en fait, non. Macron n'est pas du tout gentil, pas du tout sympathique. C'est quelqu'un qui a été placé là par une oligarchie pour faire la politique, non pas du peuple que souhaitent les Français ou qui correspond aux intérêts nationaux, mais pour faire la politique d'une oligarchie internationale qui a décidé de mettre la France et l'Europe en coupe réglée. Donc Macron, il était là, il fait semblant en fait. Ça fait 6 ans et demi que Macron fait semblant. Il fait semblant de gouverner la France pour les Français, alors qu'en fait, il gouverne la France pour le compte... D'ailleurs, il ne fait qu'appliquer des directives qui lui sont imposées. Alors voilà, c'est ça que ça me fait penser. Je pense à tous ces cahiers de doléances, vous savez, qu'ils ont été classés verticalement. Il y a des journalistes qui sont partis à la recherche de ce qui était devenu les cahiers de doléances 1 à 2 ans après. Il y en a qui ont purement et simplement disparu. Il y en a d'autres qui sont au fond des préfectures, dans des conteneurs d'archives. Il ne s'est rien passé ensuite. Et depuis, on en est là. C'est-à-dire que Macron, tous les 6 mois, il sort un nouveau truc, un nouveau contre-feu, un nouveau pied, comment dirais-je, miroir aux alouettes. Donc après ça, on a eu la Convention nationale citoyenne sur le climat. Puis après ça, on a eu le Conseil national de la refondation. Et là, il jouait, comme sur les cahiers de doléances, là, il jouait sur le CNR cette fois-ci. Vous savez, il jouait sur l'acronyme CNR. C'est dégueulasse, c'est vraiment répugnant. C'est des procédés de manipulation de l'opinion qui sont... Et puis le CNR, ça a fait flop. C'était M. Bayrou qui devait piloter ça et ça n'a intéressé personne. Donc plus personne n'en parle. Rappelez-vous quand même qu'on en parlait énormément, il y avait d'ailleurs, Macron avait nommé un type à la tête de Saint-Jean qui avait une 30aine d'années,
qui était Normal Sup, ENA, enfin un jeune haut fonctionnaire brillant et qui était tout feu tout flamme. Il avait donné des interviews que j'avais vues, et puis bon, il a démissionné au bout d'un an, parce que tout le monde s'en fout, en fait. Alors ensuite, on a eu... ça, c'était l'été dernier. Ça a été l'IPA, l'initiative politique d'ampleur. Rappelez-vous, Macron a dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Il a lancé ça en juin. Et ça s'est terminé donc, par un rendez-vous à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Je ne sais pas, dans des locaux. Ils ont trouvé des locaux. Macron a fait servir des croquettes au saumon comme à des clébards pour les gens qui étaient venus de l'opposition. Hein, voilà. Vous avez eu M. Bardella qui est venu manger ses croquettes. Vous avez eu M. L'Horizon. Vous avez eu les gens de chez LFI. Quoique, ils sont partis avant les croquettes. Ils ont parlé, rappelez-vous, ça a duré 12 heures ou 15. C'est un truc de dingue. Hein. Macron a parlé. Et puis quoi? Ben rien. Enfin, je veux dire, je ne parle pas... Tous les gens qui m'écoutent savent que ce que je dis est vrai. Enfin, on nous a bassinés avec cette initiative politique d'ampleur. Voilà. Alors, aux dernières nouvelles, maintenant, c'est Madame Borne, vous avez vu, qui a créé le Haut Conseil pour les rémunérations. Qu'elle a annoncé la création. Enfin, tout ça, c'est vraiment se moquer du monde, parce que la France, c'est quand même pas le désert du Kalahari. Hein. C'est-à-dire, on est une société, on est un État qui est un État civilisé, un État administré, on est un État centralisé, un des plus vieux États-nations de la planète, d'ailleurs, hein, bien organisé depuis des siècles. En France, normalement, quand il y a un problème, on a des ministères avec des experts dans tous les ministères qui connaissent tout ça et morcelés en direction, sous-direction et bureaux. Et donc, il y a des gens qui sont spécialistes de tel ou tel sujet, qui tiennent des statistiques, etc. On a donc les ministères. On a l'INSEE pour avoir toutes les statistiques possibles. On a le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, qui est là pour, justement, quand il y a des sujets transversaux, par exemple, avoir l'avis du pays, puisque notamment il y a des représentants de tous les corps constitués, notamment en matière économique. C'est des syndicats, à la fois des syndicats de salariés et des syndicats patronaux. Donc vous avez là aussi des moyens de connaître, d'avoir l'information. Vous avez les assemblées. Vous avez le Sénat et ils sont là pour ça, les parlementaires. Un sénateur et un député, il est là pour ça. Il est là pour proposer des solutions, faire valoir les récriminations des Français, attirer l'attention de l'exécutif sur des problèmes et faire des propositions de loi éventuellement. Et j'ajoute qu'il y a une grande tradition au Sénat français d'enquêtes qui sont en général de grande qualité. Les enquêtes du Sénat, le Sénat étant toujours un petit peu moins hyper politisé, c'est un petit peu moins politicard, si l'on peut dire, que l'Assemblée nationale, où il y a des raisonnements très, très politiciens, alors que le Sénat, ce sont des sénateurs qui ont plus de bouteilles, si j'ose dire, et ils font des enquêtes au long cours sur des quantités de sujets. Il y en a une qui me vient à l'esprit, parce que je la cite souvent, c'est une enquête qui a été faite, un dossier qui a été fait sur l'état des routes en France, et depuis 2019, le Sénat tire la sonnette d'alarme sur l'état des routes qui ne fait que se dégrader et qui est parvenu à la conclusion, c'est des études qui sont faites avec des experts et tout pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le Sénat français a dit qu'il y a quand même 7% des dizaines de milliers de ponts et tunnels qui menacent de s'effondrer à tout moment. Donc ça date de 2019. Nous sommes en 2023. Et 4 ans après, il ne s'est rien passé. Et l'argent que nous devrions consacré à la réfection du réseau routier, on n'en a pas, paraît-il. En revanche, on a toujours des milliards à envoyer à l'Ukraine, aux pays de l'Est, ou à consacrer à la transition énergétique, ou alors éventuellement à envoyer aux différents belligérants au Moyen-Orient, etc. Là, il y a toujours de l'argent, mais pour les besoins absolument immédiats de la gestion de la France en bon père de famille, ça, il n'y a pas. Voilà, par exemple, typiquement, une enquête qui a été faite par le Sénat. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, c'est que il faut que les Français comprennent que ça ne sert plus à rien, ni de manifester, ni de faire des pétitions, parce que les pétitions... ça servait à quelque chose de manifester il y a 20 ans, il y a 30 ans.
En 1994, lorsque Mitterrand décide de faire un service unifié de l'éducation nationale, par exemple, il y a eu un déferlement de Français qui ont défilé pour défendre l'école libre. Et notamment, il y avait les gros bataillons venant des écoles, des parents qui avaient des enfants dans des écoles confessionnelles, essentiellement catholiques, mais pas que, comme on dit maintenant. Il y avait aussi d'autres, donc qui ont beaucoup manifesté. Il y avait l'Église catholique qui s'était mis dans cette situation. Enfin, je me rappelle très bien, en 1994, Mitterrand a été confronté à 500 000 manifestants, 1 million, 1 200 000, 1 500 000, 1 800 000, 2 millions. Et là, Mitterrand, qui était de la vieille école, ben il était d'une école qui était celle à laquelle appartenaient De Gaulle, Pompidou, etc. Et puis les politiciens d'avant, c'est qu'on ne dirige pas la France contre son propre peuple. Voilà. Et quand vous avez 2 millions de personnes dans la rue, ben, il faut en tenir compte. Il faut arrêter. Il faut arrêter les frais. Et donc Mitterrand avait arrêté les frais. Il avait viré Alain Savary, le ministre de l'Éducation. Il avait amendé le truc. Alors que là, il y a eu des millions de Français qui ont manifesté. Qu'est-ce qui s'est passé avec Macron ? Loin de faire machine arrière, il a utilisé les LBD pour aller tuer, éborgner, mutiler à vie les gens. On a donc changé de... Voilà. Macron ne se sent en aucun cas... Enfin, je veux dire, il n'a pas du tout la volonté de faire ce que souhaite une majorité des Français. Normalement, un président de la République, il est certes à la tête de l'État, mais il devrait être, et ça a un sens. Moi, je suis haut fonctionnaire de formation, vous l'avez rappelé, on nous appelle des serviteurs de l'État. Un président de la République, ça devrait être d'abord et avant tout un serviteur de la République, de la volonté générale. Voilà. Donc, quand on voit qu'il y a un énorme problème, par exemple sur les retraites, c'était pareil, il aurait dû dire bon, voilà, j'arrête, puisque les Français ne veulent pas. Non. On voit donc bien qu'il doit obéir à un agenda qui lui est fixé par d'autres et ailleurs, ceux-là même qui l'ont catapulté à l'Élysée par des campagnes électorales truquées. Et donc, on est dans cette situation qui est un blocage. On est dans une situation de blocage et d'impasse. Et ça sent très mauvais. Vous connaissez bien le personnel politique, même très bien. Au terme de sa deuxième mandature, Emmanuel Macron aura 48 ans. Est-ce que vous pensez qu'il va s'arrêter là, qu'il va essayer, on l'a entendu, notamment de la part de Roselyne Bachelot, évoquer la possibilité d'un changement de constitution pour lui permettre de faire un troisième mandat, ou alors est-ce qu'il a peut-être des visées supranationales à la tête de l'Union européenne ou d'un grand organisme international? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le voyez s'arrêter à 48 ans et retourner dans la banque ou dans le privé? Oui, c'est plutôt ce qui me paraît le plus probable, parce que je ne crois pas au troisième mandat. Parce que d'abord, il faudrait changer la Constitution. Deuxièmement, ça ferait quand même... Bon, rappelez-vous, quand on tripatouille la Constitution, ça a été fait dans d'autres, par exemple, au Venezuela, en Russie, etc. Les gens, et surtout sur ce sujet explosif, je ne le vois pas le faire. C'est la meilleure garantie, en tout cas, à mon avis, que ça ne se fera pas, c'est qu'il y a du monde qui attend la place. Donc, il y a des gens qui veulent l'être là. Et puis, je pense aussi que les gens qui ont fait nommer Macron à la tête de l'État, je considère que c'est une nomination, que c'est pas une élection, qui ont manipulé les médias et les sondages pour qu'il en soit ainsi. Je pense que maintenant, ils doivent être un peu fatigués, quoi. Il a fait son temps. On voit qu'il est tricard partout, Macron. Enfin, c'est terrible. Il n'y a plus personne qui fait même attention. J'ai vu, maintenant, il a multiplié les interventions à la télévision française. À chaque fois, il y a de moins en moins de gens qui l'écoutent. Il fait moins que des séries. Il fait moins que des trucs. C'est incroyable. Il fait de moins en moins de gens qui l'écoutent. Et puis, il n'est plus reçu nulle part. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure sur le Proche-Orient, mais la façon dont on a l'impression qu'il est obligé de mettre le pied dans la porte, mais que plus personne n'en veut. Donc voilà, je pense que maintenant, les gens en ont assez. Je ne suis pas sûr qu'il pourra aller... Il y a des places à prendre. Là, vous savez que l'an prochain, il va y avoir donc les élections européennes. Il va donc y avoir non seulement un renouvellement du Parlement, mais un renouvellement de la Commission. Si j'ai bien compris, tout le monde sait que Mme von der Leyen, ça ne va pas
C'est une femme qui est d'abord qui est bête comme ses pieds. Deuxièmement, qui est quand même une espèce de pain beige, très très jalouse de ses prérogatives. Troisièmement, qui fait coup d'État sur coup d'État pour faire des déclarations dont elle n'a pas le droit en fait. Quatrièmement, qui passe des commandes, on l'a vu avec Pfizer et compagnie. Et cinquièmement, qui est corrompu jusqu'à l'os. Ça fait quand même beaucoup. Donc, normalement, on a eu des exemples, par exemple avec Jacques Delors, avec Barroso, qui sont des présidents de commission qui ont fait 2 mandats. Elle, je pense que ça sera terminé. Donc, il y a des gens qui ne veulent plus qu'elle soit présidente de la Commission européenne. Donc, il y a un poste qui va se libérer. En même temps, il y a un autre poste qui va se libérer. Je parle pour l'empire euro-atlantiste. Un autre poste important, qui est celui de secrétaire général de l'OTAN. Puisque le Norvégien actuellement, Stoltenberg, est partant. Enfin, il a l'âge de la retraite. Ça fait 1 an et demi qu'il me demande à partir. À chaque fois, on le proroge. Et puis là, il a été encore prorogé à la demande des Américains, comme par hasard, jusqu'en juin. Donc il y a des gens qui disent, parce que Mme von der Leyen brigue le poste de secrétaire général de l'OTAN. Mais je lisais ces jours-ci dans les gazettes qu'il y a également M. Rutte, qui est le Premier ministre démissionnaire des Pays-Bas, qui brigue aussi le poste de l'OTAN. Je ne suis pas sûr du tout que Macron puisse briguer le poste de l'OTAN, compte tenu des déclarations qu'il a faites. Et puis surtout, que ce soit l'Union européenne ou que ce soit l'OTAN, Macron, c'est quand même quelqu'un qui fait peur. C'est pas quelqu'un de... c'est pas quelqu'un de fiable. Il fait des embardées. Il fait du en même temps. On a l'impression que par moment, comme s'il avait une espèce de, je sais pas, de remords de ce qu'il fait, parce qu'il contribue à la destruction du pays, en fait. Il le sait. Donc, de temps en temps, on a l'impression qu'il veut faire un truc comme ça. On vient de le voir, d'ailleurs, à l'Assemblée générale des Nations unies, où il a fait du en même temps. Il est à la fois, il s'est déclaré comme un soutien inconditionnel à Israël. Et puis, à l'Assemblée générale des Nations unies, là, il y a 3 jours, il y a eu un vote à l'Assemblée générale, pas au Conseil de sécurité, qui était un vote pour demander une trêve humanitaire sur ce qui se passe à Gaza. Et je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a eu une levée de bouclier en Israël et aux États-Unis parce que la résolution qui était présentée devant l'Assemblée générale ne mentionnait pas le Hamas, ne faisait pas, si vous voulez, ne dénonçait pas le Hamas. C'était un truc qui demandait simplement l'arrêt des combats. Et donc, il y a eu Israël et les États-Unis qui ont trouvé ça scandaleux. Et donc, on votait contre. Ils préfèrent qu'on continue les combats, c'est-à-dire concrètement qu'il y a des centaines de morts, femmes et enfants compris, tous les jours, parce qu'il n'y avait pas dans cette résolution, il n'était pas mentionné la condamnation du Hamas ni d'Israël. C'était vraiment un truc très humanitaire. Alors moi, j'ai regardé ça d'un peu près. C'est assez intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez vu, sur les 27 pays de l'Union européenne, tout ça a été la débandade. Vous en avez 8 qui ont voté pour la résolution, dont la France, à la surprise générale. Vous en avez, je crois, 4 qui ont voté contre la résolution, dont d'ailleurs l'Autriche, la Hongrie, je crois qu'il y avait la Croatie, je ne sais plus qui. Et puis vous en avez donc 15 qui se sont abstenus, dont l'Allemagne. Ça veut dire que sur ce coup-là, l'Union européenne est complètement éclatée d'ailleurs. Mais je vous raconte ça s'agissant de l'avenir de Macron, parce que voilà un truc où on ne sait pas pourquoi d'un seul coup il a donné cette instruction, que personnellement j'approuve d'ailleurs. J'estime que la France est dans son rôle en demandant l'arrêt des combats. Bon, ça va, c'est une tuerie ce qui se passe en ce moment. Elle est dans son rôle. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il passe son temps à dire une chose et son contraire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il n'est pas jugé fiable, je pense, par l'oligarchie. Donc je pense qu'il va... moi, je le verrais assez bien suivre un truc style... voilà, un truc comme... Comment il s'appelait ? John Major, vous savez, qui a pantouflé au fond Carlyle aux États-Unis. Alors, je sais qu'on prête à Macron aussi la volonté d'être prix Nobel de la paix, d'être je ne sais plus quoi aussi... oui, enfin, roi du monde, président de l'univers, empereur de la galaxie, enfin, il y a des trucs comme ça. Bon, je pense que... À mon avis, je pense que c'est quelqu'un qui aura une seconde partie de vie terrible. Voilà. Parce que effectivement,
Rappelez-vous, Giscard avait été élu président à 48 ans. À 55 ans, il s'est retrouvé ancien président de la République. Et donc, tout au long de sa vie, il a traîné ça. Comme il est arrivé un peu la même chose à Florent Fabius, qui avait été nommé Premier ministre à 38 ans, et qui a été ancien Premier ministre à 40 ans. Et Fabius, il n'en s'est toujours pas remis. Hein. Alors, il est à la tête du Conseil constitutionnel, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui, après, pendant des décennies, traîne une espèce de tristesse, de rancœur, etc. Je pense que c'est ce qui risque d'arriver à Macron. Et voilà, donc il faut espérer pour lui qu'il changera de vie. Voilà. Pour vous, l'action d'Emmanuel Macron, parce que c'est quand même un hyperactif sur les questions internationales, on l'a vu essayer d'éviter le conflit, de trouver une solution diplomatique entre la Russie et l'Ukraine, en allant parler à Vladimir Poutine et à Volodymyr Zelensky. Là, il a essayé aussi de parler aux BRICS. Maintenant, il est au Proche-Orient. Il revient d'une tournée proche-orientale où il a fait vraiment le tour des pays de la région. Qu'est-ce que vous retenez de son action diplomatique, notamment au Proche-Orient Alors, vous me permettrez d'en prendre et d'en laisser dans ce que vous venez de dire, parce que, excusez-moi, c'est presque un narratif élyséen là, que vous nous faites, où vous le présentez sous un jour favorable. Moi, je ne dirais pas qu'il est hyperactif, je dirais qu'il est brouillon, et il est, un mot français, un adjectif qui n'est pas très connu, inchoatif. I-N-C-H-O-A-T-I-F, ça veut dire... il lance des trucs et puis ça donne rien. Il lance. Le problème qu'il a, c'est que, d'abord, ça n'est pas un professionnel. D'abord, il est arrivé beaucoup trop jeune à l'Élysée. Et il a fait des impairs diplomatiques et il continue. Bon. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est... C'est le mythe du type « je sais tout, j'ai pas besoin de formation ». Il avait dit d'ailleurs, qu'il voulait parmi ses ministres des gens qui étaient incompétents. Ben, il est servi. Non. Dans toutes les disciplines de l'activité humaine, on a besoin de gens qui sont compétents pour exercer des fonctions. À Bercy, on a un romancier porno, Bruno Le Maire, qui ne comprend rien à ce qu'il dit. Quand il a dit qu'il désendettait la France, il a confondu le fait d'essayer de diminuer le déficit avec le fait de désendetter. C'est quand même pas pareil. Parce que quand on nous annonce un nouveau déficit de plus de 160 milliards d'euros, ça veut dire qu'il continue à aggraver l'endettement. Donc il a des gens qui ne sont pas compétents. Il a d'ailleurs tout fait pour saboter les corps de la haute fonction publique. Je n'ai pas rêvé. Il a décidé que le corps préfectoral, c'était terminé. Le corps des conseillers des affaires étrangères, c'était terminé. Le corps de l'inspection générale des finances, auquel il appartient comme moi, il l'a supprimé. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Après ça, vous avez par derrière des gens qui essayent de recoller les pots cassés. Donc, c'est une espèce d'apôtre du dilettantisme brouillon et déclamatoire. Voilà. Et il pense que par la magie de son verbe, les gens vont dire « Ah, quel génie !» Non, les gens ne pensent pas quel génie, les gens pensent quel petit con, en fait. Hein. Dans le monde entier, c'est ce qu'ils pensent. Alors, au Moyen-Orient, vous dites qu'il est allé voir tous les pays de la région. Pas du tout. Absolument pas. Il n'est pas allé voir ceux qui comptent pour le plus important sur les questions qui vont... quels sont les grands États qui vont régler la question. 1, les États-Unis. 2, la Russie. 3, l'Iran. 4, la Turquie. 5, peut-être la Chine, et 6, la Syrie. Et éventuellement 7, l'Égypte, 8, l'Arabie saoudite. Voilà. En gros. Peut-être le Qatar pour de l'argent et tout. Là-dedans, il est allé quasiment nulle part. Il a rencontré Al-Sisi, le président égyptien. Donc, il n'est pas... Si la France était la France, elle aurait une position depuis longtemps qui serait une position équilibrée. Par exemple... Je l'ai dit, je le redis, il n'est pas normal que la France ne reconnaisse pas l'État palestinien. L'État palestinien a été créé juridiquement par une résolution du Conseil national palestinien en exil en 1993, réuni à Alger. Et donc ce jour-là, il a été décidé de la création d'un État palestinien, conformément d'ailleurs à ce que disent l'ensemble des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou bien les accords d'Oslo de 1993, c'est la solution à 2 États. Alors, ça, c'est encore une autre chose. Est-ce que la solution à 2 États est viable? C'est une autre chose. Mais enfin, actuellement, dans le droit positif, comme on dit, droit international positif, l'ensemble des pays du monde s'est mis à peu près d'accord sur le fait qu'il doit y avoir 2 États. Un État israélien, un État palestinien.
Depuis 1993, l'État palestinien existe, même si sa définition n'est pas très, très claire. Ses frontières ne sont pas claires, mais c'est pas le seul. L'État ukrainien existe. Quelles sont ses frontières? On n'en sait rien. Bon, il y a pas mal de cas de la même façon. Donc, il y a un État palestinien qui existe. Or, cet État a été reconnu petit à petit. Et au moment où je parle, là où nous parlons, il y a, je crois, 139 États. Sur 193 États membres des Nations Unies, presque tous les États du monde sont aux Nations Unies. Il y a quelques petits détails, mais qui sont... par exemple, la Palestine, justement, l'État palestinien a le rang d'observateur, mais n'est pas membre stricto sensu avec droit de vote. En attendant, il y a là 139 États qui ont reconnu l'État palestinien. Toute l'Afrique, en gros, tout le Moyen-Orient, en gros, la Russie, la Chine, toute l'Asie et toute l'Amérique latine. En gros, c'est 71% des États du monde. Et ceux qui n'ont pas reconnu l'État palestinien, c'est essentiellement les pays de l'OCDE. Quoique, la Suède, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, notamment au sein de l'Union européenne, ont reconnu l'État palestinien. Sur les 27 États membres des Nations Unies, il y en a 9 qui ont reconnu l'existence d'un État palestinien. La France ne l'a pas reconnu. Alors, mettez-vous à la place... Actuellement, celui qui est à la tête de l'embryon d'État palestinien, c'est Mahmoud Abbas, qui est à la tête de l'autorité palestinienne, dont la capitale provisoire est Ramallah, qui se situe en Cisjordanie, occupée. Mais qui est... Là, il y a un embryon Et mettez-vous à la place des Palestiniens qui sont en Cisjordanie. Ils voient débouler Macron... qui, de notoriété publique, est dans la main des Américains, et qui veut pointe sa fraise en disant je vais jouer les comment dirais-je les forces de conciliation, les bons offices, mais il est disqualifié d'emblée puisqu'il reconnaît un État et pas l'autre. La Suède, par exemple, qui reconnaît les deux États, serait plus fondée. Ou la Norvège, mais la Norvège, c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a eu les accords d'Oslo à Oslo. Et si vous voulez, vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas à la fois dire je vais essayer de vous rassembler, de trouver là une solution de paix, mais de toute façon, et par ailleurs, je soutiens totalement Israël et je ne vous reconnais pas, vous. Il y a un problème. Alors qu'est-ce qui bloque? Alors moi, ce que j'ai dit, c'est que ce qu'il faudrait faire, à mon avis, mais il faudrait tout changer. Il faudrait déjà plus être dans l'Union européenne, ne plus appliquer la politique étrangère de sécurité et de défense, qui même si elle a des ratés, comme je viens de le montrer là tout à l'heure sur le vote aux Nations Unies, elle a quand même il y a des chapes de plomb. Donc nous, on est dans la main des Américains. On a en France un lobby pro-israélien qui est absolument considérable également. Donc la France, elle est partie prenante et elle n'est pas perçue. Ça ne dépend ni de vous, ni de moi, ni de personne. Elle n'est pas perçue dans le monde arabo-musulman, je dis bien musulman parce qu'il n'y a pas que le monde arabe, il y a le monde arabe et le monde musulman, comme un interlocuteur de parti pris. Donc ce qu'il faudrait, si on veut jouer les bons offices, c'est avoir une position que je pense équilibrée. Équilibrée, c'est quoi? Moi, j'avais déjà dit, il faudrait arrêter de subventionner ceux qui fournissent des armes au Hamas, par l'intermédiaire de l'Union européenne. Parce que je rappelle quand même que le Hamas, comme Daesh, sont financés, armés depuis des années par les Américains, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et avec l'accord et le soutien plein et entier d'Israël, dans un but, ça paraît complètement incroyable pour les gens de penser ça, mais si, parce que l'idée qui est derrière, l'idée sous-jacente, c'est de diviser les Palestiniens. Ils y sont d'ailleurs arrivés entre l'autorité palestinienne qui est en Cisjordanie et le Hamas qui est implanté dans la bande de Gaza. L'idée... je dis pas ça depuis 3 mois. J'ai publié là hier, j'ai fait un tweet hier. J'ai vu que le général Wesley Clark, le général américain, a officiellement reconnu que effectivement Daesh et ISIS sont des créations des États-Unis d'Amérique. C'est ce que j'ai dit moi en 2014. Et j'ai mis là également la vidéo dans une émission. J'étais invité par Ruquier à On n'est pas couché et j'avais été attaqué par Madame, gentiment, mais Léa Salamé, qui m'avait dit que j'étais un anti-américain primaire. Je lui ai dit, je ne sais pas ce que c'est qu'un anti-américain secondaire. En tout cas, moi, je sais ce que c'est qu'un pro-américain primaire, c'est elle. Et puis, elle m'avait dit que, justement, quand j'avais parlé de Daesh, elle m'avait dit, mais il ne faut pas dire n'importe quoi, etc. Alors, non, c'est vrai, ce que je dis est vrai. Donc, si vous voulez, il faut remonter on n'est pas des générations zéro, quoi.
C'est comme sur tous les sujets, on fait comme si le sujet venait d'arriver. C'est comme l'affaire de l'Ukraine. Le sujet de l'Ukraine, ça ne commence pas le 22 février 2022. Il y a tout l'antérieur. Et ben là, c'est pareil. Nous, on devrait, là-dedans, en revenir à une politique beaucoup plus équilibrée, être sorti de l'Union européenne, qui est comment dirais-je, un glacis géopolitique et militaire américain, avoir une véritable armée. Moi, je suis de ceux, personnellement, je pense... Enfin, moi, si j'étais président de la République, vous savez ce que je ferais ? Pendant au moins 2-3 ans, je la fermerai. Voilà. Et je reconstituerai une armée puissante et j'essaierai de réparer les pots cassés. Parce que les trucs déclamatoires, ça suffit. Troisièmement, s'agissant du conflit israélo-palestinien, je l'ai déjà dit, je le redis, je pense qu'il faudrait que la France reconnaisse l'État palestinien. Nous ne serions jamais que le 10e sur 27 États membres de l'Union européenne. Je pense que la France devrait reconnaître que Jérusalem est à la fois la capitale de l'État hébreu. Là, pour le coup, je sais qu'il y a des pro-palestiniens qui sont scandalisés quand je dis ça, mais c'est quand même... il faut partir des réalités, disait De Gaulle. Bon, tout le monde sait que Jérusalem, c'est quand même la capitale du peuple juif. Enfin, je sais pas, ça fait quand même des milliers d'années que ça existe. Je considère donc qu'il faudrait que la France installe et reconnaisse Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État hébreu et Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien, avec, si on va dans cette solution, des deux États. Et je pense, par ailleurs, on pourrait même envisager... Il y a des gens qui ont envisagé un statut international, mais enfin, l'expérience historique montre que ça ne marche pas. Il faudrait surtout envisager des mesures inspirant la confiance, comme disent les Américains. Vous savez, c'était au moment de la guerre froide. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait des zones tampons avec des casques bleus pendant des années pour essayer de faire tampon entre les deux communautés. Et puis, il faudrait essayer de développer l'économie de part et d'autre. Mais il n'est pas exclu que ce soit un problème insoluble, en fait. Voilà. Parce que, en fait, ce problème israélo-palestinien, il est d'une même nature, en définitive, que les problèmes de colonisation et d'appropriation des terres. Voilà. Donc vous avez vu par les Palestiniens, ils avaient leurs terres, puis il y a des gens qui sont venus qui leur ont piqué. Voilà. Et ils ne l'admettent pas. Et ils ont, de ce point de vue-là, le même raisonnement que les Kanaks en Nouvelle-Calédonie, que les Aborigènes en Australie, que les Maoris en Nouvelle-Zélande, que les peuples premiers aux États-Unis d'Amérique, que les Hawaïens, que les Algériens sous la colonisation, etc. Bon, c'est un truc très, très classique, en fait. Or, l'expérience historique que l'on a devant ce genre de situation, c'est que c'est très difficile à régler. Ça s'est quasiment toujours réglé par le triomphe de l'un sur l'autre. Voilà. En Algérie, à l'indépendance, les pieds noirs, ils ont été dégagés. Il y a eu de l'épuration ethnique. C'était la valise ou le cercueil. Voilà. Et donc les Blancs, les Français, ceux qui étaient venus de métropole, même depuis plusieurs générations, ils ont dégagé. Voilà. On peut dire que c'est... la même chose dans un certain nombre de colonisations où les colons ont dû partir. C'est le triomphe de l'un sur l'autre. Il y a l'autre possibilité, c'est que le peuple envahi finit par disparaître. C'est ce qui est arrivé aux aborigènes d'Australie. Ils ne sont plus que 2%. C'est ce qui est arrivé à Hawaï, où il n'y a plus que 1%. Donc là, c'est ce qui est arrivé quasiment au peuple premier du Brésil ou d'Amérique du Nord. Et puis, il y a des cas où c'est pas ni l'un ni l'autre. Où il y a des cas où les deux communautés sont d'ordre un peu... voilà. Et là, c'est là qu'il y a des problèmes. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le nombre de Maoris était tombé au début du XXe siècle, je crois, à quelque chose comme 5 ou 6% de la population. Et les Anglais trouvaient ça très bien. Ils pensaient qu'ils allaient progressivement disparaître. Vous savez que les Anglais ont exterminé jusqu'à la dernière le peuple de Tasmanie, qui est cette île assez significative qui est au sud de l'Australie. Et puis les Anglais, ils ont mis dans des réserves, en fait, comme les Américains, ils ont mis dans des réserves les Indiens d'Amérique, ou bien dans des réserves aussi là, les Aborigènes. Mais
vous avez en Nouvelle-Zélande le nombre de Maoris, à partir des années 50, a commencé à remonter. Et maintenant, on est arrivé à 20-25%. Donc, du coup, on commence à avoir des problèmes. Au point que la Nouvelle-Zélande va peut-être changer de nom. Vous savez qu'il y a ils veulent lui redonner son nom ancien à Aotearoa, ça veut dire le pays du long nuage blanc, et au point qu'il y a eu des revendications de terre tout à fait considérables. Et si vous avez cette clé de lecture, vous comprenez les problèmes qu'il y a au Fidji, où les Anglais ont fait venir une communauté indienne très importante, et c'est à peu près 50-50 entre les Mélanésiens fidjiens et les Mélanésiens et les Fidjiens d'origine indienne. Les uns tiennent les terres, les autres tiennent l'économie. Mais il y a eu plusieurs coups d'État. Le seul État du Pacifique Sud où il y a eu plusieurs coups d'État, d'ailleurs. Vous avez le problème en France, en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, où c'est comme en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que la communauté kanak a beaucoup baissé avec les maladies importées, etc., était tombée, je crois, aux alentours de 10 ou 12%, et qui a connu un essor démographique. Et actuellement, on est à peu près 40% kanak, 40% métropolitains, et 20% de gens venus du Vietnam, d'Indonésie, de Wallis et Futuna, de Polynésie, etc. Et le problème kanak, le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est le problème de l'appropriation des terres. Et c'est très difficile à régler parce que je connais bien ce sujet. Les Kanaks considèrent que ce sont leurs terres depuis des XXX générations. Et même si ça a été approprié par des Français venus de l'autre bout du monde en 1800, je sais pas, dans les années 1870, les colons Fayet, c'était 1890, par là, eux, ils disent, ben non, ce sont nos terres. Et le problème, il est là, en fait, pour Israël et la Palestine, c'est que je vois, il y a des gens qui disent mais enfin c'est scandaleux, les Gazaouis, les Palestiniens, il faut qu'ils aillent dans d'autres pays, c'est pas normal qu'ils aient pas été pris par d'autres pays. Mais oui, mais c'est un peu comme si vous disiez, je sais pas, c'est comme si en France, au moment de la guerre d'Algérie, on avait dit mais c'est pas normal que les Algériens ils ont qu'à aller au Maroc, en Tunisie pour nous laisser la France maîtresse de l'Algérie. Vous pouvez le dire, mais ça n'embraye pas sur le réel. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est pareil. On pourrait dire en Nouvelle-Calédonie, bon ben oui, ben les Kanaks qui sont là, il faut qu'ils aillent en Australie chez les aborigènes parce que c'est des peuples un peu cousins. Mais non, c'est leur terre. Donc on est là. Si vous voulez, il y a un déni de la réalité du côté israélien qui est que vous avez affaire à des gens qui considèrent, et dans 70 ans, dans 200 ans, ils considéreront toujours que c'est leur terre. C'est l'enseignement de l'histoire qui nous dit ça. Et à contrario, vous avez les Palestiniens qui, ayant ce raisonnement, en fait, une bonne majorité des Palestiniens, fondamentalement, refusent la présence de l'État d'Israël. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on peut comprendre chaque camp, puisque chaque camp veut la destruction de l'autre. Du moins les extrémistes. Alors il y a des gens de bonne volonté dans les deux camps, heureusement, qui ont essayé d'aboutir à cette solution à deux États. Mais est-ce que cette solution est viable ? De part et d'autre, le Hamas, qui est un mouvement... alors la branche armée est qualifiée de terroriste par les pays occidentaux, hein. Je vois là, il y a un débat qui a lieu en France avec Madame Le Pen qui se scandalise que l'AFP ait mis terroriste entre guillemets. Mais Madame Le Pen, elle a tort. C'est normal que l'AFP mette entre guillemets le mot terroriste parce que ça n'est pas d'acception générale. Il y a tous les pays occidentaux qui considèrent, la plupart des pays, pas tous, hein, c'est pas le cas de la Norvège, la plupart des pays occidentaux considèrent que le Hamas est une organisation terroriste. D'ailleurs, effectivement, ils font des actes quand même très criminels. Mais il faut voir que la majorité des États du monde n'attribuent pas ce qualificatif. Donc l'AFP est dans son rôle en disant, voilà, on ne met pas ça suffisamment sur la table en France. On n'explique pas suffisamment qu'il y a des avis extrêmement divergents sur le sujet. Alors, ça n'en demeure pas moins que le Hamas, dans sa charte, dans son graphisme, dans son logo, il va de soi qu'il veut la destruction de l'État d'Israël. On peut comprendre que les Israéliens ne soient pas d'accord. Mais à contrario, vous avez l'extrême droite israélienne qui tient des propos absolument hallucinants, parlant d'animaux humains, organisant vraiment enfin, ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est un scandale humanitaire, hein, parce que je sais bien qu'il y a eu des morts. Enfin, je voyais M. Zemmour qui est là, je suis effaré de ce que dit Zemmour. C'est pas un homme d'État. D'ailleurs, il n'a aucune solution, hein.
à part semer la haine et haro contre les Arabes. C'est la seule chose qu'ils sachent faire. Mais M. Zemmour, j'ai vu qu'il passe à la télé sur Europe 1 et il dit qu'il est contre la trêve humanitaire. Il y a eu effectivement beaucoup de morts côté israélien. Enfin, beaucoup plus que d'habitude. Semble-t-il, quoique les chiffres, là aussi, sont controversés, comme tout. Mais il y aurait eu entre 900 et 1500 morts juifs israéliens, ce qui est beaucoup. Mais du côté palestinien, on en est à 7000, 8000, 10 000. Et c'est pas seulement le Hamas qui dit ça, c'est validé par Médecins du Monde, Médecins sans frontières, l'ONU, l'UNESCO qui tirent la sonnette d'alarme. On est dans un rapport c'est incroyable. Et voilà, donc je suis personnellement, la France, elle devrait tout faire pour essayer d'aboutir à une trêve humanitaire. C'est pour ça que je trouve que pour le coup, notre ambassadeur a eu raison de voter pour cette résolution. Mais voilà, le problème, c'est qu'il faudrait aller plus loin, essayer d'amener. Alors, ce qui est très important aussi à comprendre. Enfin, je pense, là, vous me laissez parler sur tout ce conflit israélo-palestinien, mais il fallait bien qu'on en parle. C'est qu'en France, on a quand même des médias qui ont tendance à confondre l'État d'Israël avec la politique de l'extrême droite du Likoud israélien de Netanyahou. Or, d'après les sondages, Netanyahou est très, très minoritaire. Et si vous lisez des journaux comme le grand journal de gauche Haaretz, il fait des articles au vitriol contre Netanyahou, contre sa politique. Et il y a quand même une majorité de citoyens juifs israéliens, parce qu'en Israël, il y a aussi des non-juifs, il y a aussi des arabes, musulmans ou chrétiens. Enfin, la majorité, ce sont des juifs. Il y en a là-dedans une partie tout à fait significative, même majoritaire, qui désapprouve Netanyahou. Il y a quand même un mystère aussi sur le déclenchement de ces opérations du 7 octobre. Beaucoup de gens, y compris des grands spécialistes, y compris des très grands soutiens d'Israël, qui disent que c'est pas normal, que il y a eu aucune réaction pendant des heures et des heures. C'est pas possible. Donc ça laisse la porte ouverte à des spéculations sur quel a été le rôle joué. Mais en ce moment, en attendant, on a quand même un désastre, un carnage humanitaire. Je vois des villes qui sont... Il paraît que Gaza est rasé à quasiment 50%. Quand je vois des arguments de gens qui disent oui, mais c'est normal qu'il y ait beaucoup de bébés morts en Palestine parce que les Palestiniens les utilisent comme boucliers humains, c'est honteux de dire ça. Quand vous voyez des photos, la ville est rasée. Donc c'est quoi les boucliers humains ou pas boucliers humains, les gens sont morts. Il faut donc essayer de faire revenir les gens à la raison. Et je ne suis pas sûr, je suis même sûr du contraire, que Macron est disqualifié pour ça, parce que d'abord, il est écouté par plus personne. On voit bien, on sait très bien qu'il essaie de faire des coups, mais qu'au bout du compte, il se remettra derrière le wagon américain. Alors, les conséquences du conflit israélo-palestinien en France, elles sont directes. On voit des attentats terroristes, des tentatives d'attentats terroristes, et une communautarisation à l'extrême, dans la rue. Comment est-ce possible de sortir de tout ça ? Quelle solution pour être... Alors, je suis d'accord avec vous. C'est un des grands dangers pour la France. C'est que la quintessence de l'esprit français, c'est le refus du communautarisme. Normalement, en France, c'est d'ailleurs la quintessence du principe de laïcité, en définitive. C'est une espèce de savoir-vivre en commun. C'est-à-dire qu'en France, les Français sont très attachés au fait que les gens ont le droit d'être catholique, d'être protestant, d'être juif, d'être musulman, sunnite, chiite, d'être hindou, bouddhiste, confucéen, etc., orthodoxe, mais à la condition que les gens, ou pareil dans la vie privée, d'avoir l'orientation sexuelle qu'ils veulent, etc., mais à la condition que ceci reste dans la sphère privée et ne soit pas ostentatoire. Alors certains diront c'est un petit peu de l'hypocrisie. Non, je ne pense pas que ce soit de l'hypocrisie. Je pense que c'est un mode de vie. Voilà, les Français sont très tolérants à condition que les gens se fondent dans la masse. Voilà. Et ce mode, cette façon de concevoir la vie, qui est fondée fondamentalement sur le principe d'égalité d'ailleurs, c'est-à-dire que chaque être humain est égal, est en choc frontal avec la vision anglo-saxonne des choses qui est le communautarisme. Les anglo-saxons
adore classer les gens, que ce soit les Allemands aussi d'ailleurs, et les Anglais également, classer les gens par appartenance communautaire. Il faut voir, par exemple, quelque chose qu'on ne mesure pas suffisamment, même en Angleterre. Vous savez qu'en Angleterre, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais parfois, comme disait De Gaulle, quand on dit ce qui est, on fait scandale. Je vais dire ce qui est. En Angleterre, il n'y a pas eu de révolution en 1789. Il y a eu la révolution de Cromwell, ça c'était au XVIIe siècle, mais il n'y a pas eu de révolution. Georges III, il a été roi du Royaume-Uni, d'Angleterre, d'Écosse. Il a été roi, il est monté sur le trône sous Louis XV, il a connu Louis XVI, il a connu la Révolution, il a connu la Convention, il a connu le Directoire, il a connu le Consulat, il a connu l'Empire et il a connu Louis XVIII. Et c'est le même monarque en Angleterre. Nous, en France, on voit l'histoire comme s'il y avait d'un seul coup un truc énorme, d'un seul coup un basculement fondamental, définitif, historique, géopolitique, épistémologique en 1789. Il y en a, en Angleterre, c'est passé comme l'eau sur les plumes du canard. Pas du tout. Alors ça, c'est déjà important à comprendre. Et la conséquence de ce que je dis, c'est que, par exemple, en Angleterre, je ne sais pas combien, mais 80% des terres appartiennent soit à la couronne britannique, soit à des aristocrates. C'est-à-dire que les Anglais ne peuvent pas être propriétaires. Enfin, l'énorme majorité des Anglais, de nos voisins, ils peuvent acheter une maison, etc., mais ils vont être sur des baux amphithéotiques de 99 ans, ils ne posséderont pas la terre. Alors il y a quand même peut-être 20%, je crois, des terres qui peuvent être cédées, mais enfin c'est comme ça. Donc, vous voyez qu'on est dans des visions du monde qui sont totalement différentes. Les Anglais, ils ont une aristocratie. On se marie entre aristocrates en Angleterre. Ils ont quand même encore une chambre des pairs. Enfin, c'est quand même bon. Les Américains, eux, qui sont à la fois les fruits des Anglais et des Allemands, se sont fondus ont adopté cette vision du monde de communautarisme. Les Allemands, ils adorent ça. Enfin, les Allemands, c'est vraiment les gens, ils adorent faire les nomenclatures, les normes, etc. Ils adorent. Enfin, nous, c'est pas ça. Et donc, on est confronté à quelque chose de nouveau qui est venu en France, sous influence américaine et évidemment par l'Union européenne, qui est la montée en puissance du communautarisme. Comme si les gens étaient d'abord et avant tout catholiques, juifs, musulmans, gays, transgenres, droite, gauche, comme s'il ne pouvait pas y avoir des gens qui étaient un mélange de tout, je ne sais pas quoi, et puis comme si ça intéressait la planète entière. Alors que la tradition française, c'est justement tout ceci, mais doit être mis de côté. La seule chose que l'on connaît, c'est les citoyens. Alors ça, c'est une tendance lourde dont on est victime et qui est portée, secrétée par le mode de vie américain que l'on nous impose par l'intermédiaire de l'Union européenne, mais aussi la musique, la culture, le soft power, etc. Donc pour faire en sorte que cette grande tradition française de citoyenneté, en fait, disparaisse. Alors c'est évidemment très dangereux au moment où se développent des populations venues d'un espace extra-européen et extra-chrétien qui n'existait pas. En 1905, au moment de la loi sur la laïcité, il devait y avoir, je ne sais pas, peut-être 70% de catholiques pratiquants, 2% de protestants pratiquants, 1% de juifs pratiquants, et tout le reste, c'était des athées, quoi. Voilà. Enfin, des non-pratiquants. Puisque la France est un pays qui a connu le déclin de la religion dès la Régence, avant d'autres. Mais maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, on a des musulmans qui représentent une partie significative et sans doute parmi une des principales communautés de pratiquants. Alors, là où on devrait justement s'en tenir à ce qu'a été notre tradition, malheureusement, ceci se produit au moment même où on a un discours général qui consiste à favoriser le communautarisme. Alors c'est évidemment très embêtant parce que ça peut être présenté comme une cinquième colonne, et c'est d'ailleurs ce que fait M. Zemmour depuis des années. M. Zemmour, c'est quelqu'un qui pousse au crime. C'est quoi son objectif à Zemmour, en fait ?
C'est quoi les solutions qu'il apporte? Il ne tape. C'est même du racisme pur et dur, puisque il y a plein de choses qu'il évacue. Par exemple, il évacue le fait qu'il y a beaucoup de Français d'origine du Maghreb, par exemple, qui ne sont pas spécialement pratiquants et qui ont très très envie de vivre calmement à la française. Il occulte aussi le fait que vous avez des Français dits de souche qui se sont convertis à l'islam et qui sont parfois les plus virulents, selon les principes des néophytes. Les gens qui sont allés se battre pour Daesh en Syrie, il y en avait qui étaient de ce truc-là. Et puis Zemmour, il oblitère absolument toutes les raisons, toutes les origines de ces problèmes. Vous ne verrez jamais Zemmour expliquer ce que j'ai expliqué. Que Daesh, c'est les États-Unis. Que le Hamas a été financé par Israël et les États-Unis. Ou alors s'il le dit, il bottera ça en touche très vite. Parce que c'est ça qui est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont ceux qui sont les donneurs d'ordre. Qu'est-ce qu'ils recherchent dans cette histoire? Alors, sur la laïcité, je sais pas, je parle beaucoup, mais sur la laïcité, moi j'ai dit quelque chose. Je voudrais vraiment que les gens s'approprient cette idée que j'ai lancée, ça fait des mois, des années maintenant. Je l'avais mise dans mon programme présidentiel, et c'est une espèce d'omerta. C'est le cas d'en parler ici. C'est une espèce d'omerta. Qu'est-ce que je propose, moi, concrètement? Ce que je propose, c'est que on tienne compte, comme disait De Gaulle, il faut partir des réalités, comme je le disais tout à l'heure déjà. Les réalités, c'est quoi? C'est qu'en France, énormément de gens sont attachés au principe de laïcité. Et au principe même plus que de laïcité, le fait que les gens ils ont les opinions qu'ils veulent. Voilà, en gros, c'est ça. Mais que ça ne concerne pas les autres, à condition qu'on n'emmerde pas le monde. Donc ça, c'est une vision du monde. Donc le principe de laïcité, mais ça ne se limite pas aussi à ça. Il y a ce que je viens de dire à l'instant, à condition qu'on n'emmerde pas le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Français sont attachés aussi à l'identité de la France. On ne va pas le leur reprocher. Tous les peuples du monde sont attachés à leur identité. Or, l'identité de la France, c'est quoi? C'est les églises, c'est les messes, le clocher, c'est le dimanche férié, Noël, Pâques, c'est l'égalité de l'homme et de la femme, c'est le fait qu'une femme a le même héritage qu'un homme, le frère et la sœur, qui est le témoignage d'une femme devant un tribunal, vous le met la même chose que celle d'un homme, l'émancipation des femmes, etc., etc. Donc, les Français sont attachés aussi. C'est un pays qui n'aime pas les interdits alimentaires. En France, on mange tout, y compris les grenouilles, mais on mange du porc. On mange du lapin, on mange tout type de poisson, on boit du vin, on boit de l'alcool, voilà. Ça, c'est la France. Et donc, il y a, il faut bien le comprendre, un risque avec le communautarisme, c'est de faire des espèces de cellules qui refusent de vivre ensemble pour appliquer des lois venues d'ailleurs. Voilà. En particulier, par exemple, la charia. Mais pas seulement la charia. Regardez ce qui se passe en ce moment à Cologne, par exemple, ou à New York, ou je crois dans certaines municipalités des Pays-Bas, où vous avez des mosquées qui se construisent avec des minarets et avec l'appel 5 fois par jour du muezzin, l'appel à la prière. Si ça arrive en France, je ne sais pas ce que ça va faire. Voilà. Alors moi, je suis de ceux qui pensent, et c'était ma proposition, que l'on devrait modifier la Constitution française pour tenir compte de nos deux traditions. En disant, la France est une république laïque, comme c'est actuellement le cas, c'est déjà écrit, mais je mettrais de tradition chrétienne. De tradition, ça ne veut pas dire que les gens sont obligés d'être chrétiens. Ça veut dire que c'est la tradition. Et la tradition, ça veut dire qu'en France, on n'a pas le droit de s'habiller comme à Jeddah. On n'a pas le droit d'imposer des interdits alimentaires. On a le droit d'avoir son culte discrètement si on n'est pas du culte majoritaire. Mais enfin, les Français n'ont pas envie d'être couverts de mosquées avec des minarets et avec l'appel du muezzin. Parce que là, ça sera vraiment une guerre de civilisation pour le coup. Et je le dis d'autant plus que toute personne honnête et qui veut la paix devrait être d'accord avec ce que je dis, à commencer d'ailleurs
par les musulmans, puisque ce que je dis, c'est que ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que de la même façon que les Français ont le droit qu'on respecte ce qu'ils sont, leur identité, les peuples des autres pays du monde, des autres civilisations, ont le droit qu'on les respecte. Et donc, ce qui va de pair avec mon propos, c'est que si j'étais, moi, président de la République, j'arrêterais de donner des leçons de morale à la planète entière. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible que l'Occident se permette constamment de dire aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent. Voilà. D'ailleurs, voilà, par exemple, en Iran, il y a un problème avec les femmes iraniennes, mais c'est leur problème. Il se trouve qu'en Iran, il y a eu un fort parti communiste, parti Toudé, qui a fait 25% des voix. L'Iran n'est pas du tout c'est des Ariens, c'est pas des Arabes. Donc il y a une forte opposition au régime des Mollahs, mais c'est leur problème. Nous, on n'est pas là à mettre un grain de sel sur ces questions-là. Vous prenez la réelle politique, en fait. Oui, oui, mais de la même façon que Mais vous savez, à l'UPR, on a plein de Français d'origine immigrée et des musulmans. Et évidemment, quand je leur dis ce que je dis, ils réfléchissent, mais ils se disent que j'ai raison. Parce que moi, je ne veux pas qu'on aille dire à l'Arabie Saoudite, on va mettre maintenant toutes les femmes en string sur les plages. Parce que c'est pas à nous de leur dire, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Hein, comme dit le proverbe français, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Donc je pense qu'avec la solution que je propose, on règle vraiment beaucoup de problèmes. Parce que ce qui va arriver, si vous voulez, c'est que si demain, il y a des mosquées qui veulent faire l'appel du muezzin 5 fois par jour, ça va être tout un bin, ça va au tribunal administratif, remonter au Conseil d'État, on va avoir un haut fonctionnaire du Conseil d'État qui... s'il applique rigoureusement la laïcité, il va dire oui, il y a les cloches, pourquoi il n'y aurait pas l'appel du muezzin, donc il va autoriser, donc ça va faire un shpounz, vous avez Zemmour qui va monter, qui va dire c'est les Arabes, etc. Enfin, tout ça c'est quoi en fait? Moi ce que je veux c'est la paix. Vous croyez à un risque de guerre civile? En tout cas il y a des gens qui font tout pour. Hein. Le discours de Zemmour, cet homme est extrêmement dangereux, hein. Mais vraiment. Il cache tout ce qui ne va pas. Il est pour rester dans l'Union européenne, d'ailleurs, au passage. Hein, il ne dit pas que l'Union européenne participe du financement du Hamas. De même qu'il ne dit pas qu'Israël a financé le Hamas. Il est là, il envoie Mme Marion Maréchal en Arménie. Au même moment, là il part en Israël. Il envoie Mme Marion Maréchal en Arménie pour dénoncer à chaque fois, en fait, c'est l'islam conquérant, c'est ça qu'il veut montrer. Sauf que l'Azerbaïdjan... quand il intervient en Arménie, est financé et il est armé par Israël. Les armes de l'Azerbaïdjan, c'est Israël qui les lui donne. Et l'Azerbaïdjan, en échange, envoie d'ailleurs du pétrole en Israël. Il le dit, ça. Donc M. Zemmour se fout de la gueule des gens. Il est là, il a un agenda précis, qui est l'agenda pour essayer de jeter de l'huile sur le feu entre les communautés. Et de faire penser, c'est d'ailleurs un propos, en fait, il est le représentant du Likoud, hein, pas de Israël, pas de tous les Juifs. Il y a plein de Juifs qui détestent Zemmour, d'ailleurs. Mais lui, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui travaille pour le Likoud. Et il est en train de développer le narratif « Nos banlieues, c'est comme Gaza ». C'est ça qui est en train. Alors, ce qui est très, très grave, c'est que, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui mordent à l'hameçon. Non, nos banlieues n'ont rien à voir avec Gaza. La France est un pays qui a 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis. Hein, et dans les banlieues, je suis désolé, les gens ne sont pas parqués, les gens peuvent circuler, les gens... voilà, je ne dis pas que la vie est rose dans les banlieues, mais je dis qu'on devrait développer le sentiment de la communauté nationale. Or, actuellement, tout est fait par ailleurs pour déprécier la France. Vous avez déjà noté quelque chose que je trouve assez extraordinaire. En France, brandir le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est quasiment vous êtes un fasciste. Ça fait depuis les années 80, grâce à la famille Le Pen et consorts, qu'on a mis dans la tête des Français que le glorieux drapeau de la Révolution française. J'ai fait une conférence sur l'histoire de France qui montre ce que c'est que le drapeau bleu, blanc, rouge. Le blanc, c'était le blanc de la royauté dont on enlève les fleurs de lys qui sont symboles de pouvoir divin, et il est flanqué du bleu et du rouge, c'est les couleurs de Saint-Martin et de Saint-Denis, qui sont les saints patrons de Paris. Il y a d'ailleurs la rue du Saint-Martin, la rue Saint-Denis qui monte, qui traverse Paris. Et donc c'est le pouvoir du peuple, en fait, qui encadre le pouvoir à conquérir. C'est ça le symbole bleu, blanc, rouge, qui a fait le tour du monde, qui est un des drapeaux... C'est
peut-être, probablement, avec le drapeau américain, le drapeau britannique et le drapeau japonais, c'est sans doute un des drapeaux les plus connus du monde, et le plus anciennement connu du monde. Mais en France, si vous sortez votre drapeau bleu-blanc-rouge, vous êtes catalogué extrême droite. C'est ahurissant. Il n'y a qu'en France que ça existe. Tout ce qui est drapeau bleu-blanc-rouge ça a été la réduction ad Hitlerium. Si vous êtes pour les bleu-blanc-rouge, vous êtes pour Le Pen et pour les chambres à gaz. On a mis ça dans la tête des Français depuis 30 ans. Donc il y a un travail de sape qui est celui de la construction européenne, qui vise à détruire la France, à détruire l'État-nation. D'ailleurs, avec le développement des régions. Macron, pourquoi est-ce qu'il est encore allé en Corse alors que les indépendantistes corses, c'est 25% de la population. C'est la grande majorité. Mais Macron est en train quasiment de préparer une indépendance de la Corse. Il a créé la collectivité européenne d'Alsace contre la volonté des Alsaciens. Donc Macron, il est là. On a l'Europe des régions qui avance à bas bruit. Personne n'en parle sur le Landerneau, dans le Landerneau, à part moi. Il n'y a aucun responsable politique français, à part moi, qui parle de cette affaire de développement des eurorégions qui vise à détruire non seulement la France, l'État unifié français, mais l'Espagne, etc. Parce que l'objectif est le même des commanditaires, diviser pour régner. C'est une Europe à l'allemande, en fait, avec des Länder. Oui, avec les Länder, ça va beaucoup mieux aux Allemands. Mais ce n'est pas les Allemands qui sont derrière, c'est d'abord et avant tout les États-Unis d'Amérique, de même qu'ils sont à la manœuvre pour dépecer la Russie. C'est un des grands secrets de la guerre en Ukraine. J'ai fait une vidéo, je le renvoie à vos auditeurs là, sur Dialogue franco-russe. On est presque à 600 000 vues. Allez la voir, où je dis ce que personne sur la scène politique française ne dit, c'est que les Américains ont un projet de démantèlement de la Russie. Madame Victoria Nuland l'a même explicitement dit. Et dans la vidéo que j'ai faite au Dialogue franco-russe, j'explique toutes preuves à l'appui, avec des photos du Kiev indépendant, le grand journal de Kiev, avec un colloque qui a eu lieu à Prague, les objectifs que cherchent les États-Unis. Comme ils cherchent aussi la même chose en Chine, en agitant le Tibet, le Ouïghour, le Taïwan, etc., ils cherchent le démantèlement des États. Comme ils ont cherché la même chose au Moyen-Orient, en démantelant la Turquie, démantelant l'Arabie saoudite, ce qui explique pourquoi Mohamed Ben Salman d'un côté et Erdogan de l'autre ont largement pris leur distance d'avec les États-Unis depuis une vingtaine d'années. Le 11 novembre, vous organisez votre université d'automne. Oui. Est-ce que vous présenterez une liste aux élections européennes? Et est-ce que le thème, puisque vous êtes connu pour vous être battu, pour vous battre pour la sortie de l'Union européenne, est toujours une des priorités Alors, il y a plusieurs questions. Alors, effectivement, nous faisons comme chaque année, une université d'automne qui, depuis maintenant plusieurs années, on n'en a pas fait pendant l'affaire de la Covid et le confinement, mais depuis plusieurs années, on fait toujours ça au même endroit. Ça se situe près de Tours, en Indre-et-Loire. Ça s'appelle Valère, donc les gens qui veulent venir verront tout ça sur notre site. C'est un endroit qui est réservé, c'est au milieu des champs, c'est pas loin d'Azel-Rideau, donc pour ceux qui ne connaissent pas les châteaux de la Loire, ils peuvent venir le samedi, puis le dimanche, ils peuvent aller en visiter le château d'Amboise, le château de Blois, le château d'Azel-Rideau, le château de Chenonceau, etc. Donc pour les enfants, c'est bien, parce que moi je pense qu'il faut absolument transmettre notre histoire et notre patrimoine. Donc ça, c'est le 11 novembre. Donc on aura, comme d'habitude, 4 temps dans cette journée. On a les trois principaux, c'est le matin, une table ronde qui sera consacrée à la liberté d'expression et les médias mainstream. J'espère que vous nous ferez le plaisir d'envoyer ou de venir avec Régis Le Sommier. Il y a déjà, on a beaucoup de gens qui ont accepté de venir du contre-pouvoir sur Internet. On aura Greg Tabibian, que les gens connaissent, le président Philippe Millot, le président de TV Liberté, qui a été proche de Jean-Marie Le Pen, Greg Tabibian, puis plutôt de gauche. On aura Gilles Casanova, qui a été conseiller de Cambadélis, puis de Jean-Pierre Chevènement au Parti Socialiste, avant ensuite de finir en conseillant un peu Sarkozy. On aura André Berkoff qui va venir, qui a été proche de François Mitterrand. On a donc voulu avoir un panel de gens représentant un petit peu des différentes opinions, mais qui se rejoignent sur un point,
c'est qu'en ce moment, la liberté d'expression est menacée. Donc on fera ça, il y aura un débat qui est tout à fait intéressant, je pense, sur le sujet. Et l'après-midi, une deuxième table ronde qui, elle, ça sera le thème est « L'Occident est-il fini ?» Voilà. Est-il terminé? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est la fin de l'Occident à laquelle on assiste? Donc, alors là, j'espère que vous y serez. Il y aura plusieurs des mêmes que j'ai annoncés, mais il y aura également John Lugland, qui est un géopoliticien, un analyste franco-américain. On aura un scientifique, un universitaire franco-tunisien qui est très spécialiste des relations entre la Tunisie et puis la France et plus généralement l'Union européenne, qui nous donnera son point de vue. John Lugland, qui est franco-britannique, nous donnera le point de vue des Britanniques. Vous, si vous êtes là, vous vivez en Russie, donc vous pourrez nous dire aussi comment on voit les choses depuis la Russie. Honnêtement, je pense que ça va être vraiment, vraiment passionnant. Voilà. Et puis après ça, il y a le troisième temps, en fin de journée, c'est mon discours, le discours politique de l'université. Voilà. Et puis après, il y a un dîner. Et puis après le dîner, on a une tombola avec des objets historiques ou des objets très, très politiques. Voilà. Et là, on aura d'ailleurs des objets. À chaque fois, j'essaie de renouveler. On va avoir une tombola qui va être assez rigolote, parce que parmi les objets à gagner, il y aura des grandes affiches de tous les partis qui, il y a 30 ans, nous ont expliqué qu'il fallait changer l'Europe. Voilà. Et on verra, puis des tracts, et on verra, les gens verront que ce que vont nous dire M. Bardella, Mme Marion Maréchal, Monsieur les filles, je ne sais pas qui sera à la tête, etc. Tout ça, ça fait 40 ans qu'on nous raconte les mêmes salades tous les 5 ans. On va à une autre Europe, etc. Mais c'est au mot près, donc ça va être assez amusant. On va communiquer là-dessus. Donc ça, c'est l'université. Alors maintenant, l'autre question, c'est les élections européennes. Oui, donc ça, je l'ai déjà annoncé. Je mènerai une liste avec de l'ouverture. Une ouverture sur des gens qui ne sont pas forcément à l'UPR, mais des gens qui émanent de milieux pas forcément non plus très politiques d'ailleurs, mais qui ont envie de se battre pour la France. Voilà. Alors, bien sûr que le Frexit, je suis Monsieur Frexit. Je crois que même mes pires adversaires savent quand même que ça fait 16 ans et demi que je le dis. Donc, pourquoi je le dis? Parce que c'est pas une obsession. C'est tout simplement parce qu'on ne peut rien faire sans ça. D'ailleurs, on voit en ce moment plein de gens qui commencent à dire sur l'immigration, il y a ça, ça et ça qui ne vont pas. Il faut absolument sortir de ça. On avait mis au moment de la présidentielle, pendant la primaire, Michel Barnier le dit, qu'il fallait sortir de quelques articles. Mais vous avez d'autres personnes qui disent en matière agricole, ça ne va pas, il faut arrêter ça. Vous en avez d'autres qui disent en matière industrielle, il faut... Donc en fait, petit à petit, de plus en plus de pans de l'opinion publique commencent à se rendre compte de ce que je dis depuis 16 ans et demi, et qui est encore assez largement mal compris par une grande partie de la population, puisque je n'ai pas accès aux grands médias. Je vous remercie de m'inviter. Il y a beaucoup encore de Français qui n'ont pas parfaitement compris les relations qu'il y a de cause à effet entre notre appartenance à l'Union européenne, à l'euro et à l'OTAN, et les conséquences très concrètes qu'ils ont, par exemple, le prix de leur électricité ou le prix de leur énergie. Et les gens n'ont pas bien compris. Ou quand ils voient qu'il y a le chômage ou que l'industrie fiche le camp. Donc moi, depuis 16 ans et demi, j'explique ça. Et j'en veux énormément à des gens comme, par exemple, M. Bardella ou M. Zemmour, qui croient qui enfument, en fait, la population française en leur disant ce que certaines personnes veulent entendre, mais sans jamais chercher les responsabilités et les origines des causes. Donc, bien sûr que ce sera toujours notre raison d'être. La sortie de l'Union européenne, c'est gravé dans le marbre. J'ai fait une charte le jour du 25 mars 2016. C'était 25 mars 2016, c'était le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Et ça, même mes pires adversaires ne peuvent pas le nier non plus. J'ai créé le premier parti créé en France le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome pour appeler tous les Français au-dessus du clivage droite-gauche à se rassembler le temps qu'il faudra, mais pas à titre fondamentalement provisoire, pour rendre aux Français les manettes. Voilà. Et donc, la tâche historique de l'UPR sera achevée, comme un peu le Conseil national de la résistance des années 43-44, lorsque les Français auront récupéré leur souveraineté et leur indépendance. Donc ça, c'est effectivement notre leitmotiv. Mais s'agissant des Européennes, là, on va, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redis,
on va axer ça sur... Il faut que les Français comprennent l'avantage qu'il y a à voter pour nous plutôt que pour le RN, ou plutôt pour Zemmour, ou pour Horizon, ou pour Renaissance, etc. Parce qu'il y a des gens qui s'apprêtent à voter de façon machinale. Ah oui, moi, je vais voter. Mais s'agissant du RN, par exemple, ils ont des députés européens depuis 40 ans. Il s'est passé quoi? Ah, rien. Il y a eu un vote là récemment au Parlement européen sur la Commission qui propose d'envoyer 50 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Ça veut dire 10 milliards d'euros encore que les Français vont virer au régime Zelensky. Bon. Donc il y a eu un vote au Parlement européen. Alors, Renaissance, etc., donc tout le monde a voté pour. Mais le Rassemblement national, M. Bardella et tous ses députés, Thierry Mariani compris, qui pourtant est à la tête du dialogue franco-russe, ils se sont abstenus. Abstenus. Alors ça, moi ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire que si nous, on a des députés en juin de l'année prochaine, et il suffit d'avoir plus de 5%, je rappelle que c'est une proportionnelle, mais c'est pas si facile que ça d'avoir 5%, surtout quand vous êtes bloqué des grands médias. Mais moi je vois que d'abord en 2019, on avait quand même ici ou là, on avait fait 1,2% au niveau national, mais ici ou là, on avait fait quelques percées, là où justement on passait un tout petit peu plus dans les médias. J'ai là l'exemple de la Réunion, on avait fait 2,8%, pareil en Nouvelle-Calédonie. En Outre-mer, on avait dû faire 1,8 peut-être en Martinique. Donc, et depuis les 5 ans, on a beaucoup prospéré. Donc j'espère, on va tout faire pour dépasser les 5%. Et ce que je dis aux gens, c'est que si par exemple, si on faisait 6 ou 7%, on aurait 5-6 députés, mais je peux vous dire que ça serait autre chose que les députés du RN, hein, ou les députés de LFI. C'est-à-dire que nous, on ferait ce qu'avait fait Nigel Farage, justement, quand il était député européen. C'est qu'à chaque fois qu'on interviendrait, et que j'interviendrais, ça serait pour dénoncer vertement la dérive tyrannique de l'Union européenne, les méfaits, mais aussi très concrètement, et c'est ça que j'ai déjà expliqué aux Français, nous, parmi notre programme, il y aura, si on en a des députés, premièrement, arrêt immédiat du versement des milliards d'euros à l'Ukraine. On ne fera pas en abstention, nous, hein. On ne dira pas comme M. Bardella que finalement c'est l'Ukraine qui a raison, parce que M. Bardella, en fait, il a été repris par les services américains. On a le droit d'en parler de ça ou pas? On a le droit d'avoir un débat avec M. Bardella en disant comment ça se fait qu'auparavant vous étiez dans un parti quand même qui prenait ses distances avec l'Ukraine et qui se rappelait la politique gaullienne de la nécessité d'avoir une alliance avec la Russie. Et maintenant vous avez dit, vous êtes complètement allé, vous aviez obtenu quoi en échange? Ah oui, alors, oui, je sais ce qu'il a obtenu en échange. Il est question de Bardella matin, midi et soir et la nuit sur tous les grands médias. C'est comme ça que ça se passe, hein. Bardella a été pris en main par l'État profond américain. Et je suis prêt à débattre, mais il ne voudra jamais débattre avec moi. Et pareil, Zemmour, lui, jamais il est question de sortir de l'Union européenne. Jamais. Donc nous, bien sûr, on sort de l'Union européenne, mais concrètement pour les Français, nous, on votera contre le transfert de fonds à l'Ukraine. On votera contre le transfert d'armes. On votera contre les sanctions contre la Russie. On demandera l'arrêt des sanctions parce que les sanctions contre la Russie, elles nous sanctionnent, nous. Elles ne sanctionnent pas la Russie. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas forcément envie de sanctionner la Russie, mais même à supposer qu'on veuille sanctionner la Russie, c'est braté, c'est nous qu'on sanctionne. Vous avez vu, les résultats financiers, économiques de la Russie sont tout à fait flambants, dans le sens très positif. Et nous, en fait, qui est-ce qui s'est caché derrière cette affaire? Les États-Unis, qui en ont profité pour torpiller, détruire Nord Stream. C'est comme ça qu'ils sont en train de détruire l'économie allemande et l'économie française. Donc moi, je dis, nous, ce que l'on veut, on fera comme Orban en Hongrie, c'est-à-dire que nous, on va acheter du pétrole russe ou du gaz russe, on va l'acheter par le gazoduc Druzhba, qui passe par l'Ukraine. Hein, les Français ne le savent pas, mais en fait, il y a un gazoduc qui apporte du gaz en Hongrie, qui passe par l'Ukraine. L'Ukraine laisse passer, parce que ça lui fait, il reçoit de l'argent des picaillons venus de ce droit de passage. On est vraiment les derniers des abrutis. Donc nous, on dira, on arrête les sanctions contre la Russie,
Et au contraire, nous, on dira il faut qu'on renoue avec la Russie et qu'on rachète du gaz. Parce que le gaz, on l'achète où en ce moment? Soit c'est du gaz de schiste américain qu'on paye 5 fois le prix et qui détruit l'environnement en Russie, aux États-Unis, excusez-moi. Soit en fait, on achète du gaz russe, sauf que au lieu de l'acheter directement, on l'achète, il transite par l'Azerbaïdjan, par l'Inde, par la Turquie, on change la couleur de l'emballage, etc. Et on le paye beaucoup plus cher. Enfin, c'est une tartufferie sans égard. Voilà ce qu'on dira. On demandera également, nous, on demandera la lancée de procédures judiciaires et pénales contre Mme von der Leyen, notamment sur l'affaire de Pfizer, parce qu'il faut qu'elle rende des comptes, cette bonne femme. Hein. Il n'est pas question elle se soit mise, elle a fait des contrats qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros avec un SMS. Personne n'a le droit. C'est pas possible. Donc en fait, c'est du grand banditisme. Hein. Donc faites-moi confiance que nous, on demandera le grand banditisme. On demandera qu'elle soit poursuivie. Et quant à M. Thierry Breton, eh bien nous, c'est pareil. Hein. On demandera que Thierry Breton rende des comptes pénalement parce qu'il est actuellement commissaire européen chargé du marché intérieur. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Il s'est lancé dans un truc, le DSA, la Digital Security Act. Il demande quasiment la fermeture de Twitter, enfin de X maintenant, le réseau d'Elon Musk. Il coordonne la fabrication des obus dans les entreprises militaires en Italie, en France, en Espagne, pour envoyer en Ukraine. Mais c'est quoi? Où est-ce qu'on a vu ça dans les traités européens? C'est un coup d'État constamment, ce type. Donc là aussi, on poursuivra ces gens-là. Je n'attends qu'une chose, d'ailleurs, c'est que j'espère qu'il va être le candidat de Renaissance pour les européennes, parce que là, on va expliquer aux Français qui est Monsieur Thierry Breton. Hein, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Donc voilà. Donc nous, si vous voulez, on va pas faire la politique de l'édredon, la politique de la fausse opposition. Voilà. Alors maintenant, je m'adresse ici à tous les gens qui m'écoutent. S'ils votent pour le FN, s'ils votent pour Zemmour, s'ils votent pour LFI, il ne se passera rien, en fait. Il y aura quoi? Il y aura un député de plus pour le RN, pour LFI. Mais au bout de 3 mois, ça se passera, c'est business as usual. Alors que si il y a un député ou 2 députés de moins au RN, un député de moins à LFI, mais qu'il y a 5 ou 6 ou 7 députés UPR qui exigent chaque jour que Dieu fait le Frexit et qui dénoncent les méfaits et l'alignement des institutions européennes sur des intérêts étrangers et notamment des intérêts privés, ben là, ça va changer. Voilà, donc là, maintenant, c'est entre les mains des... Et je m'adresse tout particulièrement aux gens qui en ont marre de la politique et aux abstentionnistes qui disent « ouais, ça sert à rien ». Mais non, là, ça va servir. Et au passage, ça servira d'autant plus que si on a des députés, les médias mainstream pourront quand même plus totalement faire ce qu'ils font, c'est-à-dire faire comme si je n'existais pas. Voilà. Puisque nous sommes en France dans ce paradoxe extraordinaire qui ferait scandale dans les médias si ça se passait en Russie ou en Chine, c'est que je suis le responsable politique le plus vu sur Internet. J'ai fait des vidéos qui dépassent régulièrement 200 000 vues, 300 000. On en a un bon paquet qui a dépassé les 400 000, 500 000. On en a même qui ont dépassé 800 000 vues. On en a même qui ont dépassé 1 million, 1,2 million. Notre record, c'est 1 400 000 vues. Et encore, je ne parle que de YouTube. Parce qu'on a des petits morceaux comme ça. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un a fait ça sur TikTok, ou je sais pas quoi, 800 000 vues en 2 jours. Donc je suis très présent sur la toile et je crois apprécié par beaucoup de gens parce qu'ils trouvent que ce que je dis est intéressant, que j'apporte beaucoup d'éléments très concrets au débat. Mais je suis interdit des grands médias mainstream. Et bien ça, si on a des députés à Bruxelles, les gens disent « mais ça servira à rien ». Si, ça servira au moins à ce que là, les médias seront obligés de m'inviter. Et là, je peux vous dire que beaucoup de Français, d'un seul coup, découvriront notre existence. Et c'est fondamental dans les perspectives de la présidentielle de 2027, bien sûr. François Asselineau, merci. Merci de m'avoir invité, Charles d'Anjou.